Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Jean Bernatchez. Je suis professeur en administration et politique scolaire à l'Université du Québec à Rimouski. Je suis avec vous aujourd'hui en mode asynchrone parce que je suis en mode synchrone avec mes étudiants et mes étudiantes quelque part sur la Côte-Nord. Donc, je vais vous parler aujourd'hui avec ma collègue Marie-Alexandre, qui est co-auteure de la présentation, qui est présente virtuellement, donc en mode synchrone, qui sera en mesure de prendre le relais à la fin de ma présentation et de répondre à vos questions et d'animer la discussion. Donc, on va vous parler aujourd'hui de l'enjeu de la gouvernance en lien avec la transition formation en présence, formation à distance en enseignement supérieur. L'intention et le plan de la présentation, donc notre souhait aujourd'hui, c'est de problématiser l'enjeu et de présenter les défis de gouvernance qui sont liés au phénomène de la transition formation en présence, formation à distance en enseignement supérieur, en temps de pandémie et de post-pandémie également. Donc, le plan qui nous semble, d'où nous parlons, quelques précisions conceptuelles aussi, parce que l'idée, c'est de problématiser tout ça. Donc, une définition de ce qu'est la problématisation, enjeux, défis, gouvernance, formation en présence, formation à distance, enseignement supérieur, transition, pandémie et post-pandémie également, pour finalement traiter des enjeux et des défis de gouvernance. Qui nous sommes, d'où nous parlons? Moi, je suis politologue spécialisé en éducation. Ma collègue est didacticienne spécialisée en formation professionnelle. Donc, un politologue avec une didacticienne, ben, c'est intéressant pour étudier en fait le phénomène de la formation à distance, à la fois sur le plan des enjeux politiques, mais également sur le plan des enjeux didactiques. Moi, professeur en administration et politique scolaire et ma collègue professeure en didactique de la formation professionnelle, des recherches de mon côté autour de l'analyse des politiques publiques de l'éducation, de la gestion et de la gouvernance scolaire du côté de ma collègue. Donc, elle est spécialisée sur le savoir enseigné en formation à distance, intéressée également par la formation des formateurs, principalement en contexte africain actuellement, aux environnements numériques d'apprentissage et aux savoirs de métier en formation professionnelle et technique. Ma collègue qui a longtemps été responsable du programme de baccalauréat en formation professionnelle qui est entièrement offert à distance et qui rejoint 1500 étudiants actuellement, donc un peu partout donc, sur le territoire du Québec. Le contenu de la présentation est tiré de l'article suivant. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin par rapport à ce qui vous sera présenté dans les quelques minutes qui suivent, ben, je vous réfère à cet article qui est disponible universellement en libre accès, donc qui a été publié au début de cette année. Sur le plan conceptuel, donc, problématiser va impliquer de mettre en relation des faits et des concepts pour poser des questions pertinentes et pour obtenir des réponses qui sont tout autant, qui vont permettre de comprendre, qui vont permettre d'expliquer un phénomène. Sur le plan opératoire, problématiser est une opération méthodologique qui consiste dans la sélection et la mise en ordre par le chercheur, et selon ses perspectives propres, des éléments qui composeront le territoire de questionnement où évoluera sa recherche. Dans ce cas-ci, c'est plus un chantier de recherche qui nous occupe, qui nous préoccupe au cours des récentes années et dans le futur. Donc, d'où l'intérêt de problématiser tout ça, principalement sous l'angle de la gouvernance, pour être en mesure de mieux comprendre le phénomène qui se déploie actuellement sous nos yeux. Sur le plan politique, donc l'enjeu, c'est un espace de sens où les idées et les valeurs s'actualisent en action, où se cristallisent les convergences et les divergences entre les opinions et les intérêts des acteurs. Donc, l'enjeu, ce n'est pas un espace monolithique, c'est plutôt un espace dialectique où il y a plein de monde qui ont plein d'idées, qui défendent des valeurs, qui défendent leurs propres intérêts autour d'un même phénomène, autour d'une même question. Des problèmes sont définis, des solutions contrastées sont proposées également. Donc, ce qu'il faut retenir, l'enjeu, ce n'est pas nécessairement un espace monolithique, c'est un espace qui est éminemment complexe. Un défi, d'après la définition courante, c'est une incitation à la réalisation d'une chose difficile. Puis la gouvernance, c'est une forme souple de pouvoir politique qui consiste dans l'interaction d'une pluralité d'acteurs dans la perspective de prise de décision. Lorsqu'il est question d'enjeux de gouvernance, donc, il s'agit d'explorer un espace de sens. Ici, l'espace de sens qui nous anime, qui nous préoccupe, c'est celui de la transition de la formation en présence vers la formation à distance. Donc, un espace de sens qui est caractérisé par des prises de position contrastées des acteurs.
Le défi consiste à réaliser l'œuvre de gouvernance, considérant les finalités de l'enjeu. Donc, il ne faut pas l'oublier, la finalité, donc la formation des étudiants et des étudiantes, dans le meilleur intérêt des parties prenantes et visant également le respect des principes démocratiques. Ce sont des postulats qu'on pose d'entrée de jeu parce que la gouvernance n'est pas nécessairement démocratique dans tous les cas. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on vise, c'est véritablement un mode de gouvernance qui puisse respecter les principes démocratiques. Sur le plan didactique, donc la formation, c'est l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques qui sont acquises dans un domaine particulier. Sur le plan pédagogique, il s'agit de l'action de se former, de la résultante de cette action. Le concept d'organisation est central ici. Donc, au-delà des éléments distincts, c'est leur organisation au sein d'un ensemble qui va conditionner une totalité signifiante qui elle-même est dotée d'une finalité. Il est possible dans ce contexte-là de parler de système de formation. L'enseignement supérieur est composé de l'enseignement collégial et de l'enseignement universitaire. Nos travaux, actuellement, on a une recherche financée par le FQRSC qui porte justement sur l'enseignement collégial. Donc, pour nous, l'enseignement supérieur, c'est à la fois l'enseignement collégial et l'enseignement universitaire. Formation en présence, ça suppose des pratiques qui réunissent physiquement dans un même lieu des apprenants, des apprenantes dans le but d'acquérir des connaissances et de développer des compétences. La formation à distance va permettre ça également, mais dans des lieux distants de l'université et du cégep et avec des contraintes minimales d'horaire et de déplacement. Des formules hybrides, donc en présence et à distance, existent également. Dans les deux cas, donc, à la fois en présence et à distance, se déploie du matériel, des ressources, des scénarios d'apprentissage, des enseignants, des enseignantes et des apprenants, des canaux de communication entre les personnes enseignantes et les personnes apprenantes. En présence ou à distance, l'établissement d'enseignement reçoit les demandes d'inscription, offre les activités de formation, gère leur qualité et au final, donc, sanctionne leur réussite. La transition, donc, c'est un changement désiré. Le concept fait référence alors aux transitions positives comme les transitions écologiques, les transitions démocratiques. La transition est une transformation réfléchie qui se veut mature, pacifique et pragmatique. À ce moment-ci, en contexte pandémique, on peut se demander si véritablement il s'agit d'une transformation réfléchie. Hein. Les choses sont faites à vitesse grand V dans l'urgence. Donc, il y a des questions à se poser aussi sur la façon dont la transition s'est opérée. La transition, c'est un processus qui implique de passer d'un état à un autre, mais en mobilisant le dialogue et la concertation. Encore là, on peut s'interroger, est-ce que le dialogue et la concertation ont véritablement été mis en œuvre au cours de la transition qu'on a vécue au cours de la dernière année et demie? Elle marque le passage et le changement comme si notre société entraînée par l'accélération des flux de toute nature avait besoin d'un vocable rassurant pour signifier que les transformations vécues pouvaient être positives. L'accélération des flux, un concept aussi qui est important, qui est intéressant, va s'expliquer par la théorie critique de la modernité tardive. Hartmut Rosa, qui est un philosophe allemand, qui a beaucoup travaillé au cours des dernières années, au cours de la dernière décennie, sur le phénomène de l'accélération sociale, donc l'accélération du temps, avec 3 catégories, notamment pour rendre compte de cette accélération-là. Donc, le temps se mesure toujours de la même façon, mais en même temps, c'est de la façon dont on le vit qu'on observe effectivement une forme d'accélération. Donc, de son point de vue, avec cette théorie d'Hartmut Rosa, il y a 3 catégories pour rendre compte de l'accélération sociale. Donc, il y a d'abord l'accélération technique, qui est l'accélération des processus qui sont orientés vers un but. Donc, on parle de production, de transport, de communication notamment. Et le temps est perçu comme un élément de compression de l'espace. Donc, ce qu'on fait actuellement, donc l'espace est compressé. Je suis avec vous virtuellement alors que je suis en train d'enseigner à mes étudiants quelque part sur la côte nord en même temps. Donc, le temps est perçu comme un élément de compression de l'espace. L'accélération du changement social est marquée par la vitesse de déclin des produits, des expériences, par une compression du présent, par des innovations qui impliquent l'obsolescence des produits, l'obsolescence également des compétences, ce qui implique un principe de formation tout au long de la vie. Et il y a l'accélération du rythme de vie qui s'observe dans nos vies personnelles, professionnelles également, qui concerne l'augmentation du nombre d'expériences par unité de temps, la conséquence
du désir, ou on pourrait même parler du besoin de toujours faire plus de choses en moins de temps. On est des gens qui fonctionnons véritablement en mode multitâche. En conséquence, pardon. En conséquence, l'urgence, c'est un fait social total, au sens où elle conditionne à la fois la vie des personnes, celle des sociétés, puis également celle des institutions, comme celle de l'enseignement supérieur. Elle est la nouvelle expression de notre rapport au temps face aux risques inhérents aux faits sociaux de crise, comme celle de la COVID-19, qui sont caractérisés par l'immédiateté, l'instantanéité, la vitesse et, jusqu'à un certain point, une forme de brutalité aussi. Ces notions étroitement corrélées entre elles ont été générées par l'avènement de la mondialisation économique à partir du milieu des années 80. C'est véritablement à compter des années 80 que s'observe en même temps que le déploiement du néolibéralisme, de la mondialisation économique, l'ensemble de ces phénomènes-là, caractérisés donc par l'accélération du temps social, marqué par l'urgence. L'urgence impose de devoir agir sans délai et rapidement. Elle est intériorisée par les personnes. L'individu se met de lui-même dans une situation de déficit de temps. C'est que la norme de l'urgence n'est jamais aussi efficace que là où elle est intériorisée par les acteurs eux-mêmes sous la forme d'un chronomètre intérieur, selon l'expression de Christophe Bouton. Il existe sur les lignes du temps des événements de rupture à la jonction de l'imprévisible et de l'irréversible qui provoquent des crises qui sont susceptibles d'engendrer des bifurcations. Les événements de rupture ont un impact durable et structurant sur un phénomène. Le concept de crise est associé à 4 phases qui commandent des stratégies de gestion différenciées. Donc, il y a d'abord l'incubation, c'est le moment où apparaissent les premiers symptômes de la crise. Le déclenchement, c'est le moment où elle commence à se déployer. La phase aiguë est le moment où elle atteint son point culminant, qu'on appelle aussi le pic. Et puis, le redressement et la sortie de crise marquent sa fin. On peut espérer, considérant la crise pandémique, qu'on l'on est dans la 4e phase, mais en même temps, on voit que les choses sont relativement cycliques. Hein? Donc, il y a un phénomène d'itération ici qui est observé, mais on souhaite véritablement être dans une phase de redressement actuellement. Les crises vont aggraver les incertitudes, vont favoriser les interrogations. Elles peuvent stimuler la recherche de solutions nouvelles, comme provoquer des relations pathologiques, selon le sociologue et philosophe Edgar Morin, qui a eu 100 ans cet été, au mois de juillet, et puis qui est toujours actif dans l'espace savant. La crise liée à la pandémie de COVID-19 contribue à l'accélération de la transition de la formation en présence vers la formation à distance, considérant notamment la nécessité d'instaurer une distanciation physique. La formation à distance se présente comme l'option la mieux adaptée à la situation. L'incertitude quant au temps nécessaire pour atteindre la sortie de crise renforce l'idée que cette pandémie va avoir un impact durable et structurant sur la formation à distance. Cette crise va sans doute provoquer une bifurcation, c'est-à-dire accélérer la transition de la formation en présence vers la formation à distance. Une pandémie, qu'est-ce que c'est? C'est la propagation d'une maladie qui provoque des infections graves ou même la mort au sein d'une importante proportion de la population dans plusieurs pays. 4 niveaux de maladies qui sont observés, donc sporadique, la maladie n'apparaît qu'occasionnellement. Endémique, il y a prévalence de la maladie dans une région. Épidémique, donc, il y a une augmentation soudaine du nombre de cas. Et puis, on va parler de pandémie quand l'épidémie se propage à d'autres pays et à d'autres continents, voire au monde entier. En contexte de post-pandémie, maintenant, les attentes sont véritablement contrastées, différentes. Celles des professeurs, celles des étudiants, ça se transforme. Il y a un groupe de recherche américain qui a fait une étude auprès d'une centaine d'experts de tous les domaines pour se rendre compte que véritablement, la crise pandémique va avoir des impacts structurants et durables dans plusieurs secteurs. On le voit actuellement pour ce qui est du télétravail, qui est un phénomène qui se veut davantage accepté, qui a même été institutionnalisé dans certains cas, ce qui n'était pas le cas donc avant la pandémie. Pour ce qui est des étudiants et des étudiantes universitaires, notamment une étude récente qui démontre qu'il y en a 78 % d'entre eux qui conviennent que la pandémie a fondamentalement modifié leurs attentes à l'égard de l'enseignement supérieur. Il y en a 76 % qui sont persuadés que l'université de l'avenir ressemblera très peu à celle d'aujourd'hui. Donc, on peut penser à des modèles de formation qui soient davantage hybrides. Et puis, il y en a 82 qui souhaitent que leur université accorde davantage d'attention à la santé mentale et au bien-être des personnes.
Sur le plan des enjeux et des défis, maintenant, les professeurs sont nombreux à s'investir dans des activités de formation à distance offertes dans le contexte de programmes hybrides ou de programmes à distance. Pour les soutenir, les administrateurs leur fournissent des ressources matérielles. Par exemple, à l'Université du Québec à Rimouski, on a une plateforme d'apprentissage qui s'appelle Moodle, de la formation, du soutien technopédagogique, mais ces ressources sont suffisamment limitées et insuffisantes. Des raisons financières, souvent, plutôt que pédagogiques, vont inciter les administrations à privilégier la formation à distance, quitte à surpeupler les classes virtuelles, ce qui n'est pas une bonne chose non plus. Les modalités de reconnaissance des activités de formation à distance dans les conventions collectives de travail des professeurs ne rendent pas justice la plupart du temps à l'investissement que commandent ces activités sur le plan de leur élaboration, du soutien pédagogique et technique à apporter aux étudiants et aux étudiantes. Il y a l'influence des GAFAM aussi qui est préoccupante puisqu'ils visent d'abord le profit financier puis qui exercent un pouvoir de contrôle qui est véritablement démesuré à l'échelle de la planète. Nombreux professeurs aussi, par leur pratique, mais aussi dans leur discours, vont se faire les ambassadeurs de ces marques-là, ce qui peut altérer leur jugement critique par rapport à leurs produits. Puis il y a aussi le phénomène du libre accès aux logiciels, puis également aux connaissances, qui n'est pas non plus la norme dans les universités. On observe quand même une certaine résistance par rapport au phénomène du libre accès et du libre partage des connaissances scientifiques. Sur le plan technique, la gestion de la FAD par les établissements d'enseignement supérieur est complexe. Qu'est-ce qu'est la complexité? C'est ce qui est caractérisé par ce qui est multiple et incertain, encore là, selon la définition d'Edgar Morin. Chaque université va jongler avec ses propres typologies et chaque type de formation à distance va commander aussi des modalités de reconnaissance institutionnelle particulières. Différentes typologies qui sont proposées. Il y a notamment celle ici qui est proposée par des professeurs de l'Université TÉLUQ, mais en même temps, il y en a de très, très nombreuses dans chacune des universités. Puis en même temps, ça s'inscrit quelque part sur une forme de continuum entre la formation en présence, la formation hybride et la formation à distance. Donc, il y a différentes modalités qui s'inscrivent à l'intérieur de tout ça. Et les universités proposent différents types de typologies aussi qui vont servir à leur reconnaissance éventuellement. Donc, en conclusion, nos travaux sur la gouvernance universitaire comme enjeu politique de la formation à distance vont témoigner d'une transformation des rapports de pouvoir dans les établissements d'enseignement supérieur en raison, entre autres, du phénomène de la nouvelle gestion publique, de l'évolution du rôle de l'État aussi, qui s'observe quelque part au tournant des années 2000 de façon plus importante. La régulation, la gouverne et la gestion expriment des rapports de pouvoir qui s'exercent de l'extérieur de l'université, sur l'université, à l'échelle de l'université, donc on parle de gouverne, et sur ses différentes composantes, donc sur le plan de la gestion notamment. Donc, ça a un impact sur chacune de ces dimensions-là. En contexte de pandémie et de post-pandémie, je crois qu'il faut réfléchir collectivement et redéfinir le concept de gouvernance, considérant les finalités de l'enjeu dans le meilleur intérêt des parties prenantes et en visant le respect des principes démocratiques. Je vous rappelle donc que l'essentiel du contenu de ce que je vous ai présenté est explicité dans l'article ici, qui a été publié un petit peu plus tôt cette année et que l'on retrouve en rouge. Là-dessus, je cède la parole à ma collègue Marie-Alexandre qui va prendre le relais. Ça a été un grand bonheur pour moi d'être avec vous autour de ces questions-là et j'espère à très bientôt. Bonjour.